Bonjour tout le monde. Bon bah écoutez, ça faisait un petit moment déjà que on s'était pas vu. Je crois que ça fait à peu près un mois, même un peu plus d'un mois que j'avais pas fait de vidéo. Bon après, pourquoi j'ai pas fait de vidéo? Bah disons que comment dire, on va pas faire des vidéos quand on n'a rien à dire, n'est-ce pas? J'allais pas vous faire des vidéos avec des trucs des répétitifs que je vous aurais déjà dit ou quelque chose comme ça. Donc en général, j'attends toujours d'avoir un sujet, d'avoir quelque chose d'intéressant à raconter. Des nouveautés, bon, je dirais des nouveautés de mon côté pour vous donner les nouvelles du front comme d'habitude. Bah, il n'y en a pas. Je dirais que tout va bien. Tout va toujours pour le mieux. Je continue à faire pas mal de sport. Je continue mon traitement. Donc les résultats, j'ai pas fait d'examen depuis septembre, hein. Mais bon, physiquement, tout va bien. J'ai pas de problème particulier, à part bien sûr les effets secondaires de l'hormonothérapie que vous connaissez tous déjà, donc je vais pas en reparler, n'est-ce pas? Vous savez la pénibilité de certaines choses, mais bon, c'est comme ça. Je vais, de toute façon, en janvier, après les fêtes, je vais à nouveau passer une batterie de test, hein, à nouveau, bon, prise de sang, je vais avoir un IRM, pour les deux PSA, etc. Et puis à partir de là, je pense qu'on prendra une décision, surtout au niveau de mon deuxième traitement. Vous savez que j'ai deux traitements cumulés. Donc le traitement avec le Zytiga et le prednisolone, normalement, se termine en janvier. Alors ça c'est pas mal parce que bon, la cortisone tous les matins c'est pas terrible. Je pense que ça doit perturber pas mal. Puis aussi au niveau du foie, il y a ce problème avec le foie que le Zytiga perturbe pas mal cet organe. Je m'en suis plutôt bien sorti jusqu'à maintenant, mais il serait peut-être temps d'arrêter un petit peu ce genre de truc. Après, il me restera un an comment dire, en décapeptile, c'est-à-dire avec des injections tous les 3 mois, jusqu'en décembre 2025. Et ensuite, bah, après, comme qui dirait, j'aurai plus de filet, quoi. Ça veut dire que après, ça sera aléa jacta est, en espérant que cette saloperie ne revienne pas trop vite. Parce que bon, qu'elle ne revienne pas du tout, on l'espère tous, mais suivant suivant le niveau de dangerosité, suivant le fameux score Gleason, c'est pas évident. Bon, enfin bon, on va pas y penser, mais d'ailleurs justement, on va pas y penser. Il y a des, c'est un petit peu, c'est un petit peu le sujet, le titre, vous avez dû le remarquer, le titre de cette vidéo, mon ami la faucheuse. Alors la faucheuse, pourquoi j'ai choisi ce titre-là? Ouais, je sais, c'est pas politique juste avant les fêtes, n'est-ce pas? Mais peut-être pour un peu, comment dire, pour un peu parler d'un ressenti qu'on a eu tous, et puis peut-être aussi pour ne pas oublier où sont les vrais, où est le vrai problème, où sont les conséquences les plus dangereuses de cette maladie, de ce cancer. On a tendance un petit peu à, on a tendance un petit peu à oublier. Donc c'est un petit peu pour ça que je voulais vous en parler. Comment dire, j'ai pas fait de petites notes, rien du tout, hein. Vous voyez, c'est à nouveau c'est de l'impro. Euh, je dirais, tant qu'on n'a pas eu ce cancer, on est comme tout le monde, hein, on est immortel. C'est ça. En vérité, on est immortel. On pense pas à la mort. On n'a pas l'impression qu'on va mourir un jour. On n'a pas, voilà, on n'y pense pas. On vit notre vie bien ou moins bien, avec des hauts et des bas. Alors des hauts et des bas, bah, il y a aussi le fait que bon, le cancer en fait partie, n'est-ce pas? Mais peut-être que comment dire, bah, il y a aussi le fait que quand dans votre vie vous avez justement des hauts et des bas, peut-être que ce facteur du cancer n'est pas si important que ça. Alors il y a comment je pourrais m'expliquer? Je pourrais expliquer bon, bah, le fait que quand
vous construisez votre vie pas à pas, n'est-ce pas? Et que quand de temps en temps vous vous cassez la figure, le principe du plus je me prends de baffe, plus je m'endurcis, c'est un petit peu ça. Bon, moi, dans mon cas, j'en ai déjà parlé, mais ma vie, je l'ai refait. En réalité, je l'ai refait 3 fois, quoi. C'est-à-dire, la première crise que j'ai traversée, c'était très tôt, hein, j'avais 24 ans. Donc à 24 ans, tout s'est écroulé, je suis reparti à zéro. Bon, après j'étais très jeune, c'était un mariage qui avait été un petit peu une connerie, enfin c'est pas, je vais pas dire une connerie, mais se marier à 18 et 17 ans, c'était, si, c'en était une. Mais bon, bref, bon, vous vous relevez, hein, vous repartez. La deuxième fois, j'avais 31 ans, j'étais au top. Donc j'avais tout reconstruit et j'étais vraiment au top, professionnellement, sentimentalement, tout ça. Donc là, vous reprenez à nouveau une baffe. La troisième fois, j'avais 43 ans. Donc 43 ans, là, ça commence à faire mal parce que vous avez de la bouteille. Et puis, il s'était rien passé depuis une douzaine d'années quand même. Donc vous vous dites, wow, tout va bien. Et là, vous êtes obligé de repartir à nouveau là. Et puis, on va arriver au final. Et le final, c'était après 18 ans quand même. 18 ans après. Donc là, vous avez vraiment tout bien reconstruit, tout s'est bien fait. Parce qu'il paraît que on acquiert de l'expérience avec la vie, hein, avec les coups justement. Et peu à peu, bah, on se débrouille quand même de mieux en mieux. Et là, au bout de 18 ans, à 60 ans, d'un seul coup, le crabe. Le crabe. Et là, la claque, enfin la claque. Attention, je ne vais pas dire la claque dans le sens où ça va être, pour moi dans mon cas, c'est pas le plus dur, hein. Je dirais que par exemple la troisième chute que j'ai eue, séparation, remise en question, machin truc et tout, que j'ai mis des mois à m'en remettre, hein, quand même. Euh, Là, le cancer, quand on dit que c'est une épreuve très très dure, moi le cancer, au bout d'une semaine ou deux, j'étais prêt au combat, quoi. J'étais pas Par contre, voilà, la chose que vous n'aviez pas avec les autres fois, ou les autres fois où vous vous cassez la gueule, ou c'est vrai que dans un sens, vous avez une partie de vous qui meurt. Vous avez une partie de vous qui meurt parce que, comme la première fois où vous vous dites, vous avez pas, vous croyez que la vie, vous croyez que la vie, c'est un petit peu, on est tous des bisounours et ça va très bien se passer. Vous allez bosser, vous allez avoir des enfants, vous allez avoir une maison, et puis non, bah, la vie, c'est pas ça. Et là, mais bon, vous avez pas ce concept de mort, de choses, ça n'existe pas encore. Et là, d'un seul coup, quand ça arrive, bah, la faucheuse, elle est assise juste à côté de vous. Enfin, je sais pas si vous avez eu ces impressions-là, mais elle est là, elle est juste à côté de vous, quoi. Elle vous regarde avec ses yeux profonds. Vous avez l'impression qu'elle est là et elle vous dit gentiment, bah là, mon gars. Là, c'est la fin des haricots, là, tu vas venir avec moi, là. Et là, vous réalisez d'un seul coup que vous n'êtes pas immortel, que tout a une fin. Et ça, je pense que tout le monde l'a ressenti tout de suite au début, là. La première chose à laquelle on pense, c'est à la mort. Il n'y a pas 36 choses. Et puis peu à peu, les projets que vous avez éliminés, tout ça, parce qu'en fin de compte, tout ce que vous avez de projets, de choses comme ça, disparaît d'un seul coup, hein. Vous n'avez plus qu'une seule idée en tête, c'est est-ce que vous allez survivre et combien de temps, et puis là, au bout d'un moment, ça revient peu à peu. Et peu à peu, elle est plus à côté de vous d'un seul coup, là. Elle est plus. Mais bon, même si bon, le temps est passé, j'ai réalisé avec les examens, j'ai réalisé avec les traitements, avec tout ça, que c'est pas pour tout de suite quand même. Je garde quand même cette appréhension qu'elle s'est assise quand même à côté de moi et que, je vais dire, quand je marche comme ça, quand je me balade, des fois, vous savez, vous avez envie de vous retourner et voir si elle n'est pas là-bas au loin, là, hein, qu'elle vous suit. Vous avez l'impression qu'elle vous suit gentiment, quoi. Elle attend. Elle attend le moment où, voilà, c'est un petit peu l'image que l'on peut garder, qu'on peut aussi essayer d'oublier, mais voilà, pour certains peut-être, pour d'autres pas. Alors je vous parle pas de ça uniquement. Pourquoi je vous parle de ça, de cette impression, de cette grande copine qui nous accompagne après pour le restant de notre vie. C'est que j'ai vu, j'ai lu, on voit souvent les forums, l'excellente page Facebook Cancer Homme Prostate où il y a pas mal d'échanges qui se font aussi.
Et il y a eu des remarques qui ont été faites d'ailleurs, et d'ailleurs il y a une dame qui en a fait une comme ça et qui dit c'est bizarre quand même parce que quand je lis tous les posts, quand je vois tout ce que vous vous racontez entre vous, on a l'impression en fin de compte que le cancer de la prostate c'est une maladie sexuelle. Voilà, c'est un petit peu le ressenti de certaines personnes extérieures, bien sûr, à la chose, parce qu'en fin de compte, d'un seul coup, c'est la partie sexe qui prévaut pratiquement dans presque tous les débats, alors que toute la partie qui représente le danger, qui représente cette mort potentielle qu'on peut avoir, le fait qu'il y a des gens qui vont nous quitter plutôt que d'autres, et ainsi de suite, ça, d'un seul coup, ça a complètement disparu, quoi. Ça a complètement disparu des débats. D'ailleurs, ça n'existe pas. Bon, c'est sûr, on n'en parle pas parce que ça porte malheur, et puis parce que déjà le cancer fait peur, alors qu'en plus on parle de la mort. Alors là, ça finit un peu le truc. Mais je voulais en parler parce qu'il faudrait peut-être pas oublier les vraies valeurs, quoi, les vraies conséquences, les vrais. Parce que le danger, disons, potentiel, omniprésent qui reste là, quoi, que c'est un cancer, quoi, c'est un cancer. C'est pas une maladie vénérienne. C'est pas. Alors je sais, oui, effectivement, bah, on a des passages à vide parce qu'on est un petit peu handicapé à ce niveau-là. On l'est complètement même. Mais ça en devient, j'ai l'impression que ça en devient une obsession pour certains, quoi. Ils ne pensent plus qu'à ça. Et alors, je dis pas que moi j'y pense pas, j'y pense, oui, forcément, mais surtout que ça fait 2 ans quand même que je suis sous traitement, que je me sens bien dans ma peau, hein, physiquement tout va bien. Si encore, moi j'étais très fatigué, que je pouvais plus rien faire, mais non, je me sens, voilà, physiquement, je me sens aussi bien que si j'avais 40 ans ou 50 ans. Donc, je suis en possession de presque toutes mes facultés, on va dire. Bref, mais j'oublie pas, comment dire, faut pas oublier que moi je sais que le jour où j'ai appris que j'avais un cancer, le côté sexuel, je peux vous dire, j'en avais rien à foutre, hein, directement. La première chose qui m'intéressait, c'était de savoir ce que le toubib allait me dire. Ça allait me dire si on allait pouvoir me l'enlever, si on n'allait pas pouvoir me l'enlever, combien de temps il me restait, et enfin voilà, il y a tous ces trucs-là, et de toute façon, ça reste à l'ordre du jour, hein, ça reste à l'ordre du jour. Pour l'instant, tout va bien, les traitements marchent et tout, mais j'en vois certains autour de moi qui ont des rappels à l'ordre. J'ai quelqu'un de ma famille qui est en récidive, et voilà, donc faut pas oublier ce facteur-là, parce que si vous continuez à vous dire qu'effectivement, du point de vue sexualité, vous pouvez rien faire et que vous espérez qu'un jour, est-ce que ça va revenir ou pas revenir, et traitement et tout, mais alors le jour où vous avez une récidive, vous allez vous écrouler 2 fois plus. Parce que non seulement vous saurez que sexuellement, c'est pas possible, ça va recommencer, vous allez être à nouveau au fond du trou, et en plus de ça, vous serez encore plus proche de votre copine à côté. Donc, il faudrait peut-être un petit peu réaliser, ne pas se tourner des fois vers des choses qui effectivement peuvent vous faire mal, mais qui sont pas la chose la plus importante, quoi. Qui sont pas voilà. Voilà un petit peu le message que j'avais à dire. Je vous dis, par rapport au vu des messages qu'on voit, je dis, les personnes qui sont à l'extérieur et qui tombent sur la page et qui lisent, en fin de compte, ont l'impression que c'est la première chose, c'est la seule chose qui préoccupe les gens qui sont atteints, quoi. Bon. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Avant les fêtes de Noël, c'est sympa, quoi. D'ailleurs, pour la petite histoire, je vais finir ce petit intermède par une petite histoire qui est très simple. J'ai un ami qui s'appelle Jean. Jean, il a toujours rêvé, le rêve de sa vie, c'était de courir en rallye. Voilà, le sport automobile, comme moi, il est fondu de sport automobile. Il a grimpé les échelons et il est devenu copilote. Il a participé à pas mal de courses de rallye, jusqu'à arriver au Graal. Le Graal, c'était le Paris-Dakar, le rallye raid par excellence.
où il a pris, où il a pris son poste aux côtés de Carlos Sousa, qui est un pilote portugais connu. Et le rêve s'est tellement bien réalisé qu'ils sont même arrivés, ils ont même pris la tête de la course. Voilà, c'était en 2000 et ils ont pris la tête de la course jusqu'à ce que leur voiture fasse un bond de 15 mètres en l'air avant d'atterrir en contrebas d'une dune. Et Jean est resté paraplégique. Paraplégique, ça veut dire qu'il ne sent plus rien en dessous de la ceinture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que non seulement sa sexualité est finie, mais il ne peut plus marcher non plus. Il est en fauteuil roulant. Eh ben, il n'est pas tombé par terre comme j'en vois certains, il s'est pas écroulé, hein. Il s'est battu contre la fédération qui ne voulait plus le réintégrer, parce que, vu son état, il a réussi en se battant à obtenir à nouveau sa licence de copilote. Il avait 25 ans à l'époque où c'est arrivé, hein. Et là, il court toujours. Il court toujours. Alors vous voyez, quand des fois j'ai des moments de spleen et où ça va pas terrible, bah, je pense à lui, je pense à Jean. Et je me dis, qu'il y a pire, qu'il y a pire. Bon, il a peut-être pas la faucheuse, mais à côté de lui, mais en tout cas, son état, il est irréversible. Voilà. Bon, voilà pour la petite histoire avant les fêtes. C'était pour vous donner un petit peu de pêche, hein, pas oublier les vraies valeurs. Et puis, bah, avant de vous quitter, je vais quand même vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne année. Faut bien, hein, faut penser positif. Moi, je serai pas là. Je vous cache pas que je me barre au soleil, parce que là, la grisaille, comme d'habitude, hein, allez, hein. Et puis, je vous retrouverai bah, au mois de janvier pour de nouvelles aventures, comme qui dirait. Prenez soin de vous. À bientôt.